et bienvenue sur le podcast Les Clés du piano, ainsi que sur la chaîne également du même nom, Les Clés du piano, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver ces podcasts sur beaucoup de plateformes de podcasts. Ça va arriver sur de plus en plus de plateformes au fur et à mesure du temps. Donc en fonction de quand vous écoutez ce podcast, vous pouvez tester différents emplacements. On va parler aujourd'hui de l'influence de notre éducation sur notre façon de jouer. Notre assurance, notre confiance et même notre capacité à avoir du volume sonore au piano. C'est important d'avoir cette capacité-là. On va faire un peu de psychologie du pianiste. Alors, je ne suis pas psychologue, bien sûr, je ne suis pas une experte dans ce domaine. Je vais uniquement vous parler de ma propre expérience de pianiste et d'accompagnement d'une centaine à peu près de pianistes. Et puis depuis 25 ans, sur plusieurs centaines de pianistes également. Nous avons tous des façons de nous mouvoir physiquement et de réagir au son, à son volume et à son timbre, qui sont inscrits dans notre inconscient, dans notre histoire, dans notre éducation. Et ce podcast s'adresse à tout le monde, mais encore plus à vous si vous êtes une personne de caractère plutôt discret et introverti. Parce que les pianistes qui appartiennent à cette catégorie ont parfois du mal avec certains inconvénients de la pratique, du jeu du piano, tout simplement. Mais aussi, si vous êtes issu d'un milieu ou d'une éducation aux bonnes manières, à la politesse et aux convenances, ça va vous parler également. N'oubliez pas de vous inscrire à mes contacts privés si ce n'est pas encore fait, pour avoir régulièrement comme ça des notifications quand je sors des podcasts, des vidéos, des articles, ainsi que quand je lance des formations. Et vous pouvez recevoir en cadeau de bienvenue mon guide, les 10 principes efficaces pour apprendre un morceau, ainsi que ma méthode de lecture de notes avec aide MP3. Tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut à gauche si vous êtes sur YouTube ou dans la description de tout, où que vous soyez. Alors, je voudrais aborder 3 choses. D'abord, la première problématique du piano, c'est son volume sonore. Son volume sonore est très important. Et on a également un problème d'espace. L'espace pris par notre corps devant l'instrument et l'espace pris par l'instrument lui-même. Donc on va parler un petit peu de ces 3 sujets-là qui sont importants et qui comptent dans notre rapport à l'instrument. Donc en premier, le volume sonore. Le piano, c'est un instrument, vous le savez, extrêmement bruyant. Souvent, on a du mal à l'assumer. C'est entre 60 et 90 décibels. Donc c'est quand même énorme, hein. C'est vraiment, c'est assez proche du bruit d'une moto par exemple. Donc c'est pas rien. En tout cas, quand on veut atteindre un certain niveau. Bien sûr que quand on est en niveau 1, en niveau 2, en niveau 3, on n'a pas tout de suite ce niveau-là. Mais si on vise malgré tout à jouer du répertoire plutôt de niveau moyen et d'approcher à quelque chose qui vraiment ressemble à du beau grand piano, on va de toute façon arriver dans des volumes sonores qui peuvent déranger. Mais aussi, on doit parfois simuler des sentiments qui ne sont pas forcément des sentiments qui sont bienvenus pour la bienséance, par exemple. Donc on doit simuler de la colère, même si elle est musicale, eh bien ça fait des sons qui ont un timbre qui peut être criard, et qu'il doit l'être quand on a des accents, quand on a d'un seul coup des sforzando et qu'on doit envoyer vraiment du son, de l'agressivité et donc une multitude de timbres qui ne sont pas forcément toujours les bienvenus. Mais on se doit parfois de traduire des textes qui expriment des choses qui ne sont pas toujours, on va dire, polies. Voyez. Donc il y a tellement de pianistes qui jouent avec silencieux, avec piano électronique, qui se rendent absolument pas compte, qui se privent complètement finalement d'un grand pan de la possibilité du piano. Et c'est le jour où ils s'achètent un piano
un piano, on va dire, acoustique, que ça arrive chez eux et qu'ils l'ont entendu peut-être dans un grand espace, etc. Quand ça arrive chez eux, d'un seul coup, waouh, ça prend complètement sa place dans son intérieur. On va en parler un petit peu plus tard, mais surtout au niveau sonore, il y a quelque chose qui agresse littéralement. Et en plus, souvent, les pianos neufs sont plus agressifs que les autres. Ça, il faut le savoir. Il faut les jouer pendant au moins un an et demi, pour qu'ils se bonifient et qu'ils aient un son beaucoup plus doux. Et ça ne s'entend pas forcément quand on est en magasin parce que c'est dans un grand espace où de toute façon tout le monde fait du piano, donc ça gêne personne, on est entre pianistes, voilà. Mais quand on se retrouve chez soi, c'est plus du tout pareil. Là, on se retrouve vraiment dans son chez-soi, dans son domicile, et donc d'un seul coup, on compare avec ce qu'on connaît chez soi, avec le volume qu'on connaît chez soi et notre capacité à déranger ou non les autres. Et donc, c'est pas évident. Et donc, je me rends compte que souvent, c'est pas toujours une question d'argent quand on ne veut pas changer, finalement. Quand on ne veut pas passer un piano acoustique, c'est aussi une peur, parfois, de déranger. Et les personnes qui passent ce cap-là ont, quelques mois après l'arrivée de leur piano, à accepter, surtout s'ils ont acheté un beau piano qui peut être un peu haut, un peu grand et enfin, relatif à leur niveau, s'ils sont d'un niveau moyen ou avancé, et d'un seul coup, là, waouh, il y a vraiment une grosse déconvenue à l'arrivée. Donc il faut en fait oser faire du bruit, déranger ses proches, déranger ses voisins, à des moments où peut-être eux, ils n'ont pas forcément envie d'entendre le piano. Je connais, si vous saviez comme je connais. et bon, c'est là où il faut réfléchir. Voilà. Est-ce qu'on va donner aux autres notre épanouissement pianistique pour leur tranquillité? Voilà, ça c'est une question à se poser. Et est-ce que... voilà, il faut toujours être bien clair avec les autres quand on s'achète un piano acoustique. Bon, il va y avoir des moments peut-être où je vais déranger, voilà, on va s'arranger entre nous. Et puis c'est pareil à faire avec les voisins. D'ailleurs, je vous mettrai en lien un article que j'ai écrit sur le sujet. Comment gérer ses voisins quand on est pianiste. Voilà, il y a bien sûr du dialogue à avoir. On va faire en sorte de ne pas jouer après 20h et on va faire en sorte de ne pas faire exprès de jouer au moment où la personne revient du travail alors qu'elle est fatiguée. Quand on a un proche, quand on est dans un couple ou même quand on a les enfants qui rentrent de l'école, bon, c'est pas forcément évident de jouer directement dans les oreilles des gens. Voilà, quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement, mais bon, il y a quand même toujours des dialogues à avoir. Mais au-delà de ça, au-delà du fait d'avoir un dialogue qui est important, est-ce qu'on peut pas aussi prendre sa place, prendre notre place et poser la chose, je suis pianiste, tu me prends en entier, avec tout ce que ça comporte. Et voilà, est-ce que tu respectes le fait que je sois ça? On parlera un petit peu plus tard de l'espace pris parce que ça joue aussi beaucoup. Bon, mais pour terminer sur ce sujet du volume, là aussi il y a une question d'entraînement. C'est-à-dire que plus vous allez vous entraîner à jouer fort, et plus vos oreilles vont s'habituer tout simplement, et ça va devenir votre norme. Mais il faut passer ce cap d'une certaine éducation où il ne faut pas faire de bruit. Vous voyez ? Fais pas de bruit, chut, voilà. Et encore plus si on est une fille, ça j'insiste régulièrement, parce qu'il y a quand même une large différence souvent. Alors, bon, bien sûr, un garçon qui fait du tapage, on va aussi lui dire du calme, fais pas de bruit, mais c'est encore pire malgré tout, si c'est une petite fille. Et donc, en tant que femme, après, voilà, est-ce qu'on va pouvoir imposer du haut volume, entre 60 et 90 décibels, à son entourage? C'est important de se poser la question. Voilà. Et en tout cas de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de tout simplement répondre à un diktat qui m'a été imposé à un moment où c'était important, bien sûr, pour pas déranger tout le monde, de pas crier en sautant sur le canapé partout, etc. Mais maintenant, je suis adulte, je suis grand, je prends mes responsabilités et j'assume le fait que je suis pianiste et que quand on est pianiste, on fait du bruit. Alors on fait de la musique, d'accord, mais quand on travaille, je suis désolée, des fois ça ressemble un peu à du bruit. On peut quand même pas dire le contraire, hein. Attention à ça.
Maintenant, on va parler de l'espace pris par notre corps devant l'instrument. C'est un autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Auparavant, si vous êtes sur YouTube, et puis même si vous êtes sur des plateformes de podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au fil de podcast, si vous êtes sur les autres plateformes. C'est important parce que comme ça, j'ai plus de visibilité et en plus, vous êtes prévenus dès qu'il y a quelque chose qui apparaît. Donc, l'espace pris par notre corps devant l'instrument, notre position devant le piano, il y a des choses, des questions à se poser, des petites réflexions à avoir par rapport à ce sujet. C'est pas sans évoquer la position au bureau ou à table. D'accord ? Quand on est face à un bureau, on a des habitudes. Quand on est face à une table, on a des habitudes qui ont été inscrites soit par notre éducation, notre milieu social, soit par tout simplement les commodités. Mais malgré tout, on a des habitudes, on a quelque chose sur lequel on va s'asseoir dessous, on va passer nos genoux dessous et on va tirer notre chaise vers l'avant pour même poser nos avant-bras. D'accord ? Alors, ne nous trompons pas, bon, je sais que vous le savez, mais malgré tout, je le pose là et ça fait toujours du bien. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Il s'agit de créer une attitude physique complètement différente face à un bureau ou à une table. Bon, que vous posiez pas vos avant-bras, ça, je pense que vous en doutez, vous le savez déjà depuis longtemps. Mais l'attitude derrière du corps. J'ai souvent constaté, chez les personnes que je suis, une attitude attablée. Quand je dis attablée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de « je m'assieds et je passe mes genoux dessous ». C'est pas vraiment le cas au piano. Alors, selon la longueur de nos jambes, bien sûr, on va avoir les genoux qui passent dessous, hein, mais attention à ça. On a tendance à s'asseoir beaucoup trop près et à vouloir passer les genoux sous le clavier à tout prix, mais de manière franche. On a de toute façon les genoux qui passent dessous, mais de manière vraiment franche et on s'approche trop. Et le corps derrière les bras est complètement endormi, comme léthargique, il ne participe pas, etc., comme à un bureau, comme à une table. Et on a les coudes au corps, les coudes doivent être toujours au piano en avant du torse, et moi je constate que la plupart du temps, les coudes sont contre le torse, à l'aplomb, littéralement, et ne sont pas du tout portés par l'épaule. Et ça, c'est pas bon au piano. On a un bras, le haut du bras, qui participe au jeu, et qui n'est pas en train de se la couler douce, à tout simplement couler par rapport à l'épaule, voyez, et à se laisser complètement tomber. Non, il est un petit peu en avant et même un petit peu sur les côtés. Pour ça, vous pourrez aller voir la vidéo que je vous mettrai en lien également sur les points importants de la position au piano. À table, c'est intéressant aussi de se reposer la question, qu'est-ce qu'on vit à table et qu'est-ce qu'on a vécu en tant qu'enfant à table. À table, on n'a pas le droit de poser les coudes sur la table. On n'a pas le droit de jouer des coudes avec ses voisins, d'accord ? Donc, en fait, les coudes, ça a quelque chose d'un petit peu négatif, d'une manière générale, d'ailleurs. Il y a plein d'expressions, mets pas tes coudes sur la table, donc ne pointe pas tes coudes vers ton voisin, laisse-lui la place. Bon, c'est une histoire de contact avec les autres. Il y a une symbolique dans le coude qui est vraiment l'action vers l'avant. Quel est le rapport avec l'action et quel est le rapport aux autres, au contact avec les autres ? Est-ce qu'on est flexible ou pas par rapport à ça ? Est-ce qu'on est actif par rapport à ça ? L'expression être au coude à coude, par exemple, c'est être très proche des autres, etc. Est-ce qu'on est solidaire ? Donner des coups de coude, faire du coude. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu une espèce de complicité. Quand on a des coups de coude à quelqu'un, on essaye de lui envoyer un message sans les mots. Jouer des coudes dans la foule, là, c'est carrément je me fais une place, poussez-vous, voilà. Bon, il y a quand même quelque chose de l'ordre de je prends ma place et je contacte l'autre, plus ou moins de manière plus ou moins polie, ou etc. Donc forcément, l'éducation par-dessus fait en sorte que la personne qu'on a à éduquer
ne bouffe pas littéralement l'espace de l'autre. Donc forcément, à table, on lui dit attention, rentre tes coudes, quand tu lèves ta petite cuillère, envoie pas le coude dans le nez de mamie, enfin voilà, et puis ne passe pas devant mamie, enfin tous ces éléments-là qui sont effectivement importants pour vivre ensemble. Mais au piano, le problème, c'est qu'on est câblé comme ça. Vous comprenez ? Donc au piano, les coudes continuent à ne pas jouer leur rôle. Alors qu'ils sont extrêmement importants. Il est important qu'ils aillent sur les côtés, qu'ils aillent en parallèle des mouvements du poignet, et qu'il est important que vous preniez de la largeur devant le piano. Que vous soyez large, que vous soyez imposant. Sinon, votre son sera toujours petit et non imposant. Voyez ? Donc ça, c'est une chose qui me tient particulièrement à cœur, la position du coude, parce qu'en plus, il est renforcé par beaucoup de professeurs de piano qui disent attention, le mouvement de coude, etc. C'est effectivement juste. Il y a un défaut qu'on peut développer quand on passe le pouce sous la main, de lever son coude à la place de passer le pouce. C'est-à-dire, on aide en passant dessous, on aide avec le coude, le pouce se passer, et du coup, le pouce ne fait pas son boulot. Donc, pour éviter ça, la plupart des professeurs, très bien intentionnés, disent « Attention, pas de mouvement de coude, mais à la place, le poignet et le pouce pivotent. » D'accord ? Sauf qu'en fait, en faisant ça, on imprime encore, toujours pareil, c'est « Attention, ne bouge pas ton coude. » Et ça, pour moi, c'est pas bon. Il faut expliquer à la personne que il ne faut pas que le pouce ne fasse pas son travail. Donc pendant un certain temps, on peut effectivement bloquer le coude pour que le pouce se mette à bien bosser. Une fois qu'il est bien réveillé, ce pouce, on redonne de la liberté au coude et on a tout à fait le droit d'aider avec le coude un mouvement de la main. Il n'y a aucun souci. Et donc de lever le coude. Hein, et de boire un petit coup par la même occasion. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas, il faut oser jouer des coudes devant un piano. Voilà, souvenez-vous de cette expression, je dois jouer des coudes. Si je dois faire ma place devant l'instrument. Il y a aussi le fait qu'il est imposant. Il y a un petit côté, je vais me faire tout petit devant ce grand machin. Donc ça, on en parlera aussi encore un petit peu après. Mais n'oubliez pas que tout ça, ça joue. Voilà. Et si on est en plus une personne qui est plutôt discrète, plutôt introvertie, alors là, ça va effectivement encore plus prendre de l'ampleur. Maintenant, l'espace pris par le piano. L'espace pris par le piano, parce que c'est pas rien. Alors avant d'aborder ça, je voulais juste vous rappeler que j'ai une formation qui s'appelle Un corps pianiste, qui est justement une formation qui est en rapport avec le corps au piano. Donc si ce sujet vous intéresse, si vous avez la sensation que ce que je vous dis là, ça vous parle et ça vous aide à mieux comprendre votre attitude physique face au piano et peut-être les difficultés que vous pouvez avoir sur le plan physique si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez un lien vers cette formation qui peut peut-être vous intéresser. Donc l'instrument prend beaucoup de place dans la pièce, hein. Quand il arrive à la maison, déjà ça coûte un bras de l'amener, donc ça prend de la place financière, ça prend de la place dans l'espace de la pièce, dans l'espace du mur, c'est-à-dire que sur ce mur, on va pouvoir rien mettre d'autre, à part peut-être un tableau au-dessus, et encore si c'est un piano à queue, non. Visuellement, il prend beaucoup de place cet instrument. Et en plus, le volume sonore. Donc par ricochet, il prend de la place dans la famille, dans le couple et chez les voisins. Donc vraiment, il y a une histoire, vous vous rendez compte de tout ce que je parle là ? C'est une histoire de « je prends de la place et je dois l'assumer ». Et qu'est-ce que ça me fait à moi de déranger ? Voilà, alors, on n'est pas là pour faire exprès de déranger le monde, mais malgré tout, ça peut être intéressant si on veut continuer dans cette pratique du piano, de se poser la question de notre rapport à notre place prise devant les autres. Et peut-être des fois, je dérange, et c'est ok. Je dérange, mais c'est comme ça. J'ai pas le choix, les autres n'ont pas le choix, ils m'acceptent comme ça.
Et bien sûr, je suis respectueuse ou respectueux du temps, des repos des autres, de la maladie des autres éventuellement, mais malgré tout, comment on peut s'arranger parce que j'ai ma place à prendre en tant que pianiste. Donc faut assumer. Faut assumer de pratiquer une activité qui est encombrante, coûteuse en temps, en argent, en espace, en volume sonore. Faut assumer. Mais c'est dur. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est dur. Il y a des moments où, si on est un petit peu sensible, et c'est souvent le cas des musiciens, donc je sais à qui je m'adresse, si on est un petit peu sensible, des fois, on n'a pas envie, tout simplement. Ou on n'a peut-être même pas l'énergie de devoir affronter ça. Alors, il y a une chose qui aide bien quand même, c'est de se faire des amis pianistes. C'est-à-dire de parfois pouvoir parler entre personnes qui ont ce même type de difficultés, ce même type de problématiques. C'est très important de ne pas se sentir le seul pénible, voyez, le seul pénible qui fait du bruit et qui embête sa famille, ses voisins, ses proches, etc. Parce que le plus gros problème là-dedans, c'est l'isolement. Souvent, dans les familles de musiciens, c'est beaucoup plus facile à vivre parce que ça, c'est normal, c'est évident. Et ça explique en grande partie pourquoi il est plus courant d'avoir des musiciens issus de familles de musiciens. Bien sûr, ils sont dans un milieu de musiciens, donc en plus, ils ont plus de musique, etc. On est d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est la norme. Alors que si vous êtes le seul au milieu de profanes, entre guillemets, eh bien, c'est pas évident. Donc les autres ont forcément du mal à comprendre. Alors, ils peuvent vous respecter, ils peuvent être même admiratifs de ce que vous faites. Et ça, je vous le souhaite vraiment, d'avoir des proches qui vous comprennent, qui sont empathiques et respectueux et qui, parce qu'ils vous aiment, ont vraiment à cœur de vous laisser pratiquer votre instrument. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Ça, vous n'avez pas à leur demander ça. Parce que pour comprendre, il n'y a pas photo, il faut faire du piano, c'est tout. Et ça, je le vois bien dans l'accompagnement Piano-Me ou le club des Clénotes. Là, c'est un petit club qui s'est créé entre personnes qui me suivent de très près. Ils se sont créés ça vraiment de leur côté. Et je sens bien que vraiment le gros plus de ça, ils me remercient presque plus de ça que de tout ce que j'ai pu leur apporter par ailleurs. C'est vraiment, le gros plus, c'est de ne plus être seul. Le plus être le seul dingo d'adulte dans son entourage à pratiquer cette activité qui est un peu d'un autre temps, où on en bave pour parfois arriver à peanuts de résultats parce que tout simplement, soit on n'a pas c'est pas le bon moment, soit on n'a pas pris le bon chemin, etc. Et ça porte littéralement les personnes dans leur pratique d'être entourées de cette minorité d'adultes qui fait la même chose qu'eux, en fait. Et les amitiés qui sont créées sont bien plus profondes que celles qu'on pourrait créer au coin de la rue. Parce qu'au coin de la rue, tout simplement, on a plein de choses en commun, etc. Bon, tout est la norme, tout est normal, etc. Alors qu'avec d'autres pianistes d'à peu près de même niveau, ou même pas de même niveau, juste de gens vraiment pour qui le piano, c'est extrêmement important, c'est une pratique qu'ils font depuis longtemps, ça leur tient à cœur, voilà. Dans cette minorité-là, on peut se faire des amis vraiment pour la vie. Parce qu'on a quelque chose en commun qui est rare, qui est très peu partagé par d'autres personnes. Hein. Donc en plus, on est en vie active ou retraité et on se donne la peine de jouer du piano au milieu de toutes les activités, etc. Parce que faut pas se leurrer, hein, vie active ou retraité, c'est la même chose, les deux sont débordés. Les deux sont débordés. Même nos enfants sont débordés, alors c'est tout dire. Mais en tout cas, après il y a une question d'organisation, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, on est quand même très pris, tous. Et c'est vrai que peu de gens se donnent vraiment les moyens d'aller dans une pratique importante du piano. Donc, si on peut parler avec des gens comme nous, vivre les mêmes joies, parler des mêmes problèmes, des mêmes difficultés, ça aide énormément. Donc vraiment, je vous invite à si vous avez la possibilité de rencontrer d'autres pianistes qui pratiquent, et c'est malheureusement pas tellement au concert qu'on peut les rencontrer. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Au concert, on arrive, on repart, et on trouve... faut tomber déjà sur quelqu'un qui pratique aussi l'instrument. Bon...
Bon, en école de musique, on peut arriver à tomber effectivement sur d'autres pianistes, donc ça, n'hésitez pas à aller leur parler. Mais d'après mes expériences, c'est vrai que c'est pas forcément là non plus qu'on trouve particulièrement d'amitié. Enfin, c'est pas évident. Et maintenant, pour conclure, vraiment, vous dire en gros, en premier, assumez. Et en deuxième, trouvez d'autres personnes comme vous, hein, parce que c'est, comme je vous le disais, très aidant. Je vous invite à aller voir la playlist YouTube Piano-Me et les témoignages. C'est des pianistes qui font partie de Piano-Me, qui témoignent un petit peu de leur parcours et de comment ils le vivent dans Piano-Me, mais aussi, voilà, pour juste, ne serait-ce qu'entendre d'autres personnes comme vous qui pratiquent le piano de manière très passionnelle et très intéressée. Il y a aussi un article que je vais vous mettre en lien qui est comment jouer du piano et bien s'entendre avec ses voisins. Ça, c'est important aussi pour ce sujet-là, très important. Donc vous l'aurez en lien dans la description et également dans les écrans de fin et fiches YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît, parce que ça m'aide énormément à remonter dans les algorithmes de YouTube et également dans toutes les autres, sur les autres plateformes. Et en dernier, je vais vous parler d'une vidéo qui est comment bien se positionner au piano. Donc ça rejoint le sujet des coudes, qui est pour moi une articulation, comme je vous le disais, souvent délaissée au piano et très importante. Donc comment bien se positionner au piano, on se retrouve dans cette vidéo tout de suite après. À bientôt!